C'est une étude qui a débuté en 2020, qui a une autorisation sur une dizaine d'années. On s'est dit que sur une maladie rare, c'était bien d'avoir un peu de temps pour avancer dans nos problématiques. On a étudié des échantillons biologiques de patients et comme on a leur suivi par le registre des histiocytoses, ça permet vraiment d'avoir des données très intéressantes pour la biologie des histiocytoses et on voit durant cette journée beaucoup d'illustrations par rapport à ça. C'est une étude côté pédiatrique qui est coordonnée par moi-même et Jean, et puis il y a un volet adulte qui est coordonné du coup par les gens du centre de référence adulte. Et côté pédiatrique, donc c'est une inclusion multicentrique dans tous les centres SFCE et c'est une étude qui est labellisée par la SFCE. Et enfin, on reçoit un support important de l'association Histiocytose France qui nous soutient depuis le début dans cette étude. Donc les inclusions, vous voyez qu'on a commencé en 2020 et puis donc voilà, ça atteint maintenant sa vitesse de croisière. Donc globalement, c'est l'inclusion pédiatrique. Il y a 100 nouvelles histiocytoses pédiatriques par an en France, grosso modo. Et donc il y a à peu près, peut-être pas la moitié, mais en tout cas, c'est plutôt les formes les plus problématiques qui vont être incluses. Et c'est assez logique, puisque c'est à peu près 40-50% des histiocytoses pédiatriques qui vont nécessiter un traitement spécifique. Les autres vont plutôt avoir une évolution favorable. Et voilà, tous les centres inclus, certains plus que d'autres. Et donc n'hésitez pas, si dans des centres vous avez des problèmes d'inclusion ou des problématiques, à nous contacter pour qu'on essaye d'avancer. Donc il y avait un axe 1 qui est l'étude moléculaire des histiocytoses, et donc à partir du moment où il y a une histiocytose langerhansienne pédiatrique, ou même une histiocytose non langerhansienne, nous, ce qu'on souhaite dans l'idéal, c'est qu'il y ait une étude moléculaire assez approfondie qui soit faite. Un premier temps peut être fait dans le centre local pour la mutation BRAF600E, parce que la plupart des plateformes génétiques ont la possibilité de faire cette analyse. Après, c'est sûr que si l'échantillon est tout petit, on préfère que ça soit directement envoyé à Jean-François Émile, puisqu'il va, en fonction de la taille de l'échantillon, la passer dans sa pipeline d'analyse pour mettre en évidence, pouvoir bénéficier du maximum d'analyse compte tenu du petit échantillon. Donc là, juste en début d'année, on a pu publier la corrélation clinique et moléculaire sur les histiocytoses pédiatriques avec Zocia. Et ces analyses, elles se poursuivent, en particulier avec tous les travaux qui sont faits sur les fusions dont Jean-François a parlé juste avant. Mais je vais surtout parler maintenant, moi, des aspects biomarqueurs, et donc qui visent essentiellement les histiocytoses langerhansiennes pédiatriques. Donc qui est largement la plus fréquente des histiocytoses en pédiatrie, avec 3 problématiques principales qu'on peut définir actuellement dans ces histiocytoses. Il y a l'atteinte neurodégénérative, qui sur le plan clinique va concerner 1 à 2 enfants de la cohorte par an, grosso modo. Il y a les présentations sévères du jeune nourrisson. Il y a 15 enfants par an qui présentent cette atteinte en France. Donc la moitié vont être mis sous thérapie ciblée parce que réfractaires à la chimiothérapie. Et comme vous le savez, dépendant de la thérapie ciblée au long cours, avec, on l'espère, pouvoir trouver des stratégies de sortie de la thérapie ciblée, mais c'est une vraie problématique. Et enfin, même si la plupart des patients ont une évolution favorable, un tiers des patients qui vont bénéficier d'un traitement par chimiothérapie cytotoxique de première ligne et qui vont répondre, vont avoir une récidive. Et donc, si on peut améliorer un peu notre traitement de première ligne pour éviter ces réactivations, ça sera mieux. Donc, chaque axe de l'étude biomarqueur vise un petit peu à étudier et avancer sur ces 3 problématiques. Donc, dans le suivi de ces biomarqueurs, il y a tout d'abord le plasma. Quand vous envoyez du sang du patient qui a une maladie active, on va étudier l'ADN libre circulant pour essayer de mesurer la valeur de la mutation qu'on a trouvée dans la tumeur histiocytaire, de la regarder dans le sang et de voir est-ce que ça peut être un biomarqueur à l'image de la maladie résiduelle dans les leucémies. Et puis pour les patients qui ont une atteinte hématologique, on souhaite avoir au diagnostic la moelle osseuse des patients et puis également les cellules sanguines congelées et vivantes même dans l'idéal, pour après secondairement faire du tri et pour avancer un petit peu dans la physiopathogénèse et justement réfléchir à des stratégies thérapeutiques dans ces formes sévères d'histiocytose dépendantes de la thérapie ciblée, puis j'irai un peu plus loin après. Et puis ensuite, pour les atteintes neurodégénératives, il y a le suivi des chaînes légères de neurofilaments, et ça, c'est Solène qui en parlera juste après moi. Donc l'étude de la mutation dans l'ADN libre circulant, on a été assez précurseur dans ces analyses-là dans les histiocytoses pédiatriques, et déjà en 2017, on avait montré que pour des histiocytoses localisées, simple système, on retrouvait assez peu souvent la mutation BRAF600E, donc là c'est que des histiocytoses BRAF mutées
V600E dans les biopsies. Donc on les retrouvait assez peu dans l'ADN circulant des patients qui avaient une forme localisée. Par contre, plus la maladie est sévère, en particulier qu'à l'atteinte des organes à risque, c'est-à-dire foie, rate, système hématopoïétique, la mutation, elle sort une fréquence allélique assez importante dans le plasma, 1%, 10%, enfin dans ces valeurs-là. Et puis avoir la mutation BRAF-V600E au diagnostic dans le sang, dans le plasma, c'était un peu prédictif de l'évolution avec plus de réactivation chez ces patients-là et une bonne EFS. Simplement, voilà, c'est des études, des analyses qui ont été faites sur un nombre assez limité de patients. Et donc, nous sommes passés maintenant à l'échelle européenne. Et puis, je pense qu'à un moment dans la journée, on parlera de la collaboration européenne ECHO. Et donc, il y a 4 autres laboratoires en Autriche, en Italie, et aux Pays-Bas et à Newcastle au Royaume-Uni, qui font également ces analyses-là, avec l'idée maintenant de pooler nos données pour avoir une meilleure analyse de ces résultats-là. Et donc récemment, à l'Histopathology Society à Athènes, il y a une présentation qui portait sur le poolage de ces données de ces centres et qui a confirmé en fait, dont les premières données avec une puissance statistique supérieure, qu'il y avait une corrélation entre la charge allélique plasmatique BRAF-V600E et le statut atteinte des organes à risque, donc les formes disséminées sévères, et que s'il y avait une charge allélique BRAF-V600E positive au diagnostic, c'était corrélé avec une moins bonne EFS. En particulier, ce qui peut se dire, c'est que, parce que nous on avait montré qu'avoir la mutation BRAF-V600E dans une histiocytose, il y avait plus de réactivation. Ce qui se pourrait se dire maintenant, c'est que c'est encore plus significatif, le fait d'avoir une réactivation, si au diagnostic vous avez la mutation BRAF-V600E dans le plasma. Donc plutôt que peut-être pour avoir ce caractéristique-là de risque de réactivation, c'est plus intéressant de savoir qu'il y a une mutation dans le plasma que savoir qu'elle est dans la biopsie, puisque beaucoup de patients qui ont une histiocytose BRAF-V600E mutée dans la biopsie n'ont pas de réactivation. Donc finalement c'est plus stringent en termes de prédiction de mettre en évidence la mutation dans le plasma. Donc ça c'est un petit peu un message important, et peut-être que plus tard on demandera systématiquement au diagnostic d'une histiocytose pédiatrique d'envoyer un tube de plasma à Jean-François pour déterminer finalement qu'elle soit dans la biopsie, c'est pas très important, mais par contre si elle est dans le sang, ça peut éventuellement faire une stratification thérapeutique future dans les années qui viennent. Voilà, ce que ça permet aussi, c'est de faire une analyse par sous-groupe de patients, c'est-à-dire des patients qu'on ne va pas traiter par chimiothérapie cytotoxique. On peut voir en fonction de est-ce qu'ils avaient la mutation dans le plasma au diagnostic, quelle est leur évolution. Donc voilà, il y a toutes ces analyses qui sont faites. Et l'analyse un peu plus compliquée, c'est l'analyse de l'évolution de cette charge allélique en fonction du traitement. Donc effectivement, fort logiquement, quand on est sous chimiothérapie cytotoxique, avoir la persistance de la mutation, c'est corrélé avec un moins bon devenir, ça paraît assez logique. Mais bon, est-ce qu'on peut affiner cela pour des adaptations thérapeutiques futures? Voilà, c'est tout l'objet de cette collaboration européenne.